17e perle à notre collier par une personne qui semble avoir été vexée par ce qui est ma première et jusqu'ici unique collaboration avec Kikez de la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Les collaborations, pas des vexations. J'ai nommé un certain Erwan, à qui j'avais déjà été confronté dans les commentaires sous les vidéos d'une certaine autruche, d'un certain Laurent. Erwan donc semble disposer d'un argument qui devrait mettre tous les globistes en PLS. Pour les néophytes, le terme globiste désigne les gens qui considèrent notre planète comme telle qu'elle est réellement. Quant à la PLS, ou la position latérale de sécurité, il s'agit ici davantage d'une métaphore pour désigner une personne mise face à ses propres contradictions, que de la position dans laquelle il convient de mettre cette même personne une fois tombée dans l'inconscience, et ce afin d'éviter toute forme d'étouffement. Mais revenons à notre sujet, voulez-vous. Erwan, figure du platisme francophone, nous brandit comme argument le fameux paradoxe d'Olbers. Paradoxe qui, vous le verrez bientôt, n'en est en réalité pas un, et n'est par ailleurs pas d'Olbers non plus. Je vous en explique les prémices. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde le ciel nocturne, on finira inévitablement par tomber sur une étoile, c'est factuel. Selon cette logique, sachant que chaque point du ciel, même infinitésimal, devrait être éclairé par une ou plusieurs étoiles, la nuit n'aurait alors plus aucune raison d'être noire. Le ciel devrait être même beaucoup plus lumineux de nuit qu'en plein jour. Pourtant, ce n'est pas le cas. La nuit, il fait noir, et les étoiles ne suffisent pas à éclairer la Terre aussi bien que ne le fait le Soleil lorsqu'il fait jour. Voilà donc le fameux argument qui, selon Erwan, devrait mettre à mal le modèle du globe. Ne me demandez pas pourquoi. Soit dit en passant, je vous ai dit plutôt que ce fameux paradoxe qui n'en est pas un d'Olbers n'était pas d'Olbers non plus. C'est le moment d'ouvrir une petite parenthèse historique. Ce non-paradoxe avait déjà été formulé par Thomas Digges, je ne suis pas sûr de la prononciation, en 1576, puis par Johannes Kepler en 1610 dans une tentative de démontrer que l'univers était en réalité fini. En effet, si l'univers est fini, il ne compte qu'un nombre limité d'étoiles, qui ne suffisent pas à éclairer la totalité du ciel. Et c'est bel et bien ce que l'on observe. La nuit, les étoiles brillent, mais il fait noir. Or, si l'univers était infini et contenait par conséquent une quantité infinie d'étoiles, la lumière viendrait de partout, de jour comme de nuit. Pourtant, encore une fois, ce n'est pas le cas. Ce même non-paradoxe a été repris plus tard par Edmond Halley, Calculs à l'appui, puis par Jean-Philippe Loat de Cheseaux, avec quelques nuances supplémentaires, mais toujours pour en arriver à la même conclusion. Si l'univers est infini et compte donc une infinité d'étoiles, alors il devrait faire jour, de jour comme de nuit. Je sais, dit comme ça, c'est bizarre. Ce raisonnement sera repris ensuite par Heinrich Olbers, qui expliquera vers le milieu du XVIIIe siècle que dans un univers infini, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, le regard finira inévitablement par rencontrer une étoile. Or, ce n'est pas le cas. L'univers est donc fini, et compte certes un nombre incalculable mais néanmoins limité d'étoiles. On constate donc que le fameux non-paradoxe d'Olbers, vu toutes les personnes qui l'ont formulé avant lui, n'est pas d'Olbers. Je me mets un instant à la place d'Erwan et j'imagine une Terre plate sous un dôme. Nous avons donc un, entre guillemets, univers, fini, avec un nombre d'étoiles fini lui aussi. Donc tout va bien. Mis à part le fait que selon lui, le soleil ne passe jamais sous l'horizon, donc il devrait faire jour à tout moment, mais ce n'est pas la question. Cela dit, et c'est un carton jaune pour Erwan, que la Terre soit une sphère ou un disque, cela ne change strictement rien dans un univers fini. Ce n'est en effet pas la forme de la Terre qui changera quoi que ce soit au nombre d'étoiles dans l'univers. Mais passons. Parce que jusqu'ici, moi qui parle depuis le début de non-paradoxe pour l'hypothèse d'Olbers, Cheseaux, Halley et Digges, je n'ai pas encore expliqué pourquoi, en regard des connaissances scientifiques actuelles, elle ne tenait plus la route. Ces 4 illustres astronomes ont une excuse qu'Erwan n'a pas. À l'époque, certaines découvertes fondamentales en astrophysique n'avaient tout simplement pas encore été faites, et à l'époque, comme aujourd'hui, les gens faisaient avec ce qu'ils avaient. Par exemple, la vitesse de la lumière n'avait pas encore été mesurée. On sait depuis 1676 qu'elle est finie, et elle est établie depuis 1975 à 299 792 458 mètres par seconde. Si vous regardez le Soleil en ce moment même, d'une part je vous conseille d'utiliser les filtres adéquats si vous tenez à vos rétines,
Mais surtout, d'autre part, vous ne le voyez pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a environ 8 minutes. Pour voir le Soleil tel qu'il est maintenant, il faudrait être sur place. Ce que je vous déconseille également. Cette donnée ne va pas nous servir tout de suite, mais nous y reviendrons très bientôt. Autre point important, a fortiori si l'on est créationniste. L'univers n'a pas toujours existé. Selon les plus radicaux, il a environ 6000 ans, mais des personnes un peu mieux renseignées vous diront qu'on peut le dater dans sa forme connue d'environ 13,8 milliards d'années. Cela enfonce déjà 2 clous dans le cercueil du paradoxe d'Olbers. Je m'explique. Premier clou. Si l'univers est infini mais que la lumière a une vitesse finie, la lumière de toutes les étoiles n'a tout simplement pas encore eu le temps de nous atteindre. Deuxième clou. Si l'univers a un âge, cela signifie que les étoiles qui le composent en ont un aussi, et n'ont par conséquent pas toujours existé. Autre raison pour laquelle leur lumière ne nous est pas encore parvenue. Mais ce n'est pas tout. Le troisième clou, c'est que les mécanismes à l'origine de la naissance, de la vie et de la mort des étoiles sont également connus. Donc non seulement les étoiles n'ont pas toujours existé, mais en plus elles ne seront pas là pour toujours. On peut donc en conclure que certaines étoiles qui ont existé à une époque ne sont plus là aujourd'hui. Inversement, certaines étoiles viennent de naître à l'instant même où je vous parle, mais elles sont trop éloignées pour que leur lumière ait eu le temps de nous atteindre. Cela enterre encore un peu plus profondément le soi-disant paradoxe de la nuit noire, CQFD. Cependant, il y a un quatrième clou. En effet, le paradoxe d'Olbers repose sur une autre prémisse fausse, à savoir que l'univers serait statique. Or, on sait depuis 1929 que ce n'est pas le cas. L'univers est en expansion. Chaque point de l'espace, à mesure que le temps passe, est de plus en plus éloigné de n'importe quel autre. Pour vous apporter un début de démonstration et vous faire comprendre ce que cela implique, je vais ressortir un vieil enregistrement que j'avais conservé en sachant qu'il me servirait un jour. Elle va jusqu'à modifier la définition des mots pour la faire coller à ses convictions. En gros, par... On attend que l'ambulance soit passée. Magnifique illustration de l'effet Doppler au passage. Que vient-il de se passer ? Dans le référentiel de l'ambulancier ou du patient embarqué à bord, la sirène produit alternativement les mêmes 2 notes en permanence. Par contre, pour une personne se trouvant sur le trottoir au même moment, la sirène se fera plus aiguë tant que l'ambulance s'approchera, puis elle redescendra vers le grave quand elle s'éloignera. Sans entrer dans les détails, sachant que la source des ondes sonores, à savoir l'ambulance, se déplace tandis que chaque onde qu'elle émet décrira un cercle, la fréquence sonore sera compressée à l'approche et distendue lors de l'éloignement. Pour plus de précision, je vous renvoie vers la vidéo de Kikez consacrée à l'effet Doppler-Fizeau. Eh bien, il se passe la même chose avec les ondes lumineuses. Plus un objet s'approche, plus son spectre se décale vers le bleu. Plus il s'éloigne, plus il se décale vers le rouge. On en déduit donc que plus ça vire vers le bleu, plus ça se rapproche, plus ça vire vers le rouge, plus ça s'éloigne. Que constate-t-on avec les objets célestes les plus lointains ? Je vous le donne en 1000, ils se décalent vers le rouge. Autrement dit, ils s'éloignent de nous, de plus en plus vite au fur et à mesure qu'ils sont plus lointains. Et à mesure que le décalage vers le rouge s'amplifie, plus ils virent vers l'infrarouge, autrement dit une fréquence spectrale que l'œil humain n'est pas capable de percevoir. L'univers, donc, en plus de ne pas avoir toujours existé, est très loin d'être fixe. Ajoutons à ça que l'œil humain ne peut percevoir qu'une portion limitée du spectre lumineux, à savoir les longueurs d'onde comprises entre le rouge et le violet, d'où les termes infrarouge et ultraviolet, qui correspondent à des longueurs d'onde que nos yeux ne peuvent pas voir, mais qui existent bel et bien. Et c'est là que nous allons enfoncer le 5e clou dans le cercueil du paradoxe d'Olbers. Je vous rappelle. 1. La lumière a une vitesse. Ce qui est trop loin de nous ne nous est pas encore parvenu. 2. L'univers a un âge, il n'a pas toujours existé tel qu'il est. Les points 1 et 2 sont interchangeables. 3. Les étoiles naissent, vivent et meurent. Celles qu'on voit n'ont pas toujours existé, il est même possible que certaines n'existent déjà plus alors qu'elles nous éclairent encore. 4. Les étoiles les plus lointaines, et qui s'éloignent de nous de plus en plus vite, brillent selon notre référentiel dans une longueur d'onde que l'œil humain ne peut percevoir. 5e clou dans le cercueil du paradoxe d'Olbers, le rayonnement de fond diffus cosmologique. Il s'agit d'un rayonnement infrarouge, donc totalement imperceptible pour l'œil humain, mais néanmoins lumineux, qui vient de chaque point de l'univers où que l'on regarde. Ce rayonnement, découvert par hasard en 1964, bien que théorisé en 1948, est la preuve que le ciel nocturne n'est en réalité pas complètement noir, mais au contraire entièrement lumineux,
mais seulement dans des longueurs d'onde que nos yeux ne sont pas capables de voir. En guise de 6e clou, on pourrait ajouter la répartition non uniforme de la matière au sein de l'univers. Il y a de grands espaces totalement vides, donc où ne se trouve strictement aucune étoile. Mais il me semble que j'ai déjà largement démontré en quoi le paradoxe d'Olbers, en plus de ne pas être d'Olbers, n'est depuis longtemps plus un paradoxe. Erwan, repasse ici quand tu veux. Oh, on dirait que ta chaîne a sauté. Je te donne ma parole que je n'y suis pour rien. Comme d'habitude et à chaque fois qu'on parle de science, le script de cette vidéo a été entièrement relu par Kikez. Merci à lui pour ses corrections et ses suggestions. Et merci de votre attention.